Il était presque minuit lorsque les services de sécurité burkinabés ont reçu un appel anonyme. Pas un avertissement banal, mais une alerte précise, brutal, glacial. Un coup d'État, orchestré par des hommes en uniforme, était en marche. Ce n'était pas une rumeur de quartier ou une explosion dans le nord insurgé. C'était une opération militaire planifiée avec minutie. Prendre le palais présidentiel en une nuit, neutraliser toute résistance avant l'aube, et déclarer un nouveau pouvoir au lever du jour. L'objectif? Pas simplement renverser le président Traoré. Non, c'était plus radical. Selon Mohamed Oussana, ministre burkinabé de la Sécurité, le but des conspirateurs était de provoquer un chaos total. Une anarchie si profonde que seule une intervention internationale aurait pu rétablir l'ordre. Un plan calculé, froid, visant à faire basculer le pays dans un état ingouvernable. Ce n'était pas un coup d'État pour prendre le pouvoir. C'était une stratégie pour détruire la structure même de l'État. Mettre le pays à genoux pour le livrer, indirectement, à une gestion extérieure. Casques bleus, supervision onusienne, perte de souveraineté, le scénario était prêt. Mais cette fois, le silence n'a pas joué en faveur des comploteurs. Une faille dans le réseau, une anomalie dans les mouvements de certains officiers, et une hausse subite des retraits bancaires liés à d'anciens proches du régime précédent ont éveillé les soupçons. Les services de renseignement ont rapidement connecté les points. Des congés non autorisés, une explosion de communication cryptée entre certaines bases militaires et des civils de la capitale, et des flux financiers depuis l'étranger. Alors, discrètement, l'État a contre-attaqué. Pas de sirène, pas d'annonce. Juste des unités spéciales opérant comme des ombres dans les casernes. Les dortoirs militaires ont été fouillés, les communications effacées, les téléphones saisis. Plusieurs officiers ont été arrêtés en pleine conversation, inconscients que le plan avait déjà échoué. L'atmosphère dans l'armée est devenue électrique. La méfiance s'est installée. Plus personne ne faisait confiance à personne. Les commandants scrutaient chaque regard, chaque silence. Car l'ennemi n'était pas en dehors des murs. Il était dedans. Le plus choquant, l'absence totale de résistance. Aucune fusillade. Aucun affrontement. Le calme. Presque un soulagement. Comme si les instigateurs avaient compris qu'ils avaient perdu l'instant même où le premier appel anonyme avait été passé. Le silence qui a suivi l'opération de démantèlement n'était pas une victoire. C'était un avertissement. Parce que même si ce coup a échoué, ceux qui l'ont conçu n'ont pas disparu. Ils observent. Ils attendent. Et peut-être que le prochain ne nécessitera pas de deuxième chance. Peut-être que tout ce qu'il fallait, c'était un simple jour de plus, une erreur de timing, pour que le drapeau au-dessus du palais change. Les premières analyses géopolitiques partagées par Le Monde Afrique est jeune. Afrique signale que cette tentative avortée n'était pas qu'un épisode isolé. Elle s'inscrit dans un mouvement global plus vaste, où des puissances extérieures, directement ou via des réseaux d'influence, mise sur la déstabilisation des régimes africains jugés trop audacieux, trop indépendants. Le cas du Burkina Faso illustre à quel point l'indépendance politique peut être perçue comme une menace par l'ordre mondial établi. Ce que cette tentative révèle, c'est la vulnérabilité d'un système militaire infiltré par des intérêts divergents, mais aussi la résilience d'un État qui a appris à anticiper. Ce n'est pas la première fois que Traoré est visé, mais cette fois, il était à deux doigts d'être effacé de l'histoire. Êtes-vous? Que pensez-vous de cette tentative de coup d'État? Était-ce un simple acte de trahison ou le symptôme d'un affrontement plus vaste entre souveraineté africaine et influence étrangère? Laissez vos pensées en commentaire. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous croyez, comme nous, que la vérité mérite d'être entendue. Dans l'ombre, loin des frontières officielles du Burkina Faso, une autre guerre se prépare. Ce n'est pas une guerre de Kalachnikovs ni de pick-up armés. C'est une guerre d'anciens frères d'armes devenus architectes du chaos. Des ex-officiers de l'armée burkinabé, exilés, déclassés, mais pas désarmés. C'est depuis Abidjan, Bouaké, et même Yamoussoukro que le véritable cerveau de cette tentative de renversement s'est activé. L'un des premiers noms apparus dans l'enquête de Ouagadougou, un ancien colonel, disparu des radars depuis 2 ans. Radié après des conflits internes, il s'était installé en Côte d'Ivoire, officiellement en retraite, officieusement en reconstitution. Il n'était pas seul. D'après les analyses croisées du Daily Maverick et de France 24 Afrique,
Il appartenait à ce que les analystes appellent désormais un conseil de l'ombre, un cercle informel, main soudée, composé d'anciens officiers, de cadres militaires écartés lors des réformes de Traoré et de figures influentes des cercles paramilitaires. Ces hommes n'ont pas besoin de titres. Ils ont mieux l'expérience, les réseaux et la crédibilité. Cette crédibilité, forgée au cœur des anciennes institutions, leur permet d'entrer dans les casernes sans être interrogés, de passer des ordres sans être remis en question, de semer le doute sans se prononcer un mot. Mais leur véritable arme ne portait pas d'uniforme. C'était la psychologie. À travers des canaux secrets, des messageries cryptées et des alliances tribales, les cerveaux du coup ont entamé une guerre invisible, celle de l'opinion militaire. Le but? Fracturer l'unité, non pas par la force, mais par le doute. Ils ont approché des chefs coutumiers, des imams, des anciens de guerre, pas pour recruter, mais pour influencer. Pour distiller le poison lent mais redoutable du soupçon, Traoré est trop jeune, trop impulsif, trop radical. On a dit qu'il isolait le pays, qu'il faisait le jeu des insurgés en rejetant l'aide occidentale. Ces paroles, glissées dans les prières du vendredi ou les réunions villageoises, se sont infiltrées dans les casernes. Et de là, elles ont trouvé un terrain fertile. Un soldat qui doute ne tire pas. Un officier qui hésite ne commande plus. Et c'est exactement ce que les conspirateurs voulaient. Un commandement paralysé, divisé entre fidélité et peur, entre loyauté et amertume. Le plus glaçant dans cette stratégie est son efficacité. D'après des documents interceptés par les services de sécurité et consultés en partie par RFI Afrique, les cerveaux du putsch avaient établi une cartographie précise des officiers influençables. Certains ont été approchés. D'autres ont accepté de changer de camp, à condition que le coup réussisse. L'un des piliers de cette opération s'appelait Seydou, un nom de guerre utilisé par un ancien commandant des opérations spéciales dans la zone nord, disparu du front quelques mois avant la tentative de renversement. Il a été retrouvé lors d'un raid dans une planque aux abords de Ouagadougou, en possession de cartes, d'appareils radio et d'une liste de militaires en activité. Ce n'était pas un fantasme, c'était une structure, un réseau, un système parallèle pensé comme une machine silencieuse. Pas de drapeau, pas de slogan. Juste un objectif, démolir tout ce que Traoré avait construit depuis sa prise de pouvoir. Mais qui finançait cela? Car une telle entreprise nécessite des moyens. Beaucoup de moyens. Les premières analyses financières, relayées par Africa News et confirmées officieusement par des diplomates européens, montraient des transferts via des comptes mobiles liés à des ONG fictives, des sociétés écrans basées à Abidjan et même à Dubaï. Les sommes servaient à payer les déplacements, les communications cryptées, les loyers de planque et les loyautés. Les analystes les plus prudents évoquent des acteurs riches aux intérêts politiques. Pas forcément des États, mais des groupes qui voient le désordre au Sahel comme une opportunité économique ou stratégique. Mines d'or, routes de contrebande, influence religieuse, le chaos est un marché. Et pour certains, Ibrahim Traoré est une menace pour ce marché. C'est pourquoi ces cerveaux exilés ne sont pas des fantômes errants. Ils sont actifs, connectés et déterminés. Leur but n'est pas de prendre le pouvoir pour régner, mais pour le redistribuer. Refaire du Burkina Faso une zone de transit, une zone grise où les deals se font sans les regards du peuple. Et ce qui rend leur menace si puissante, c'est qu'ils savent comment fonctionne l'État. Ils ont écrit ces procédures, formé ses troupes et signé ses lois. Ce ne sont pas des ennemis étrangers. Ce sont des bâtisseurs retournés contre leur propre œuvre. Dans cette guerre, le Burkina Faso ne se bat pas contre des djihadistes ou des mercenaires. Il se bat contre sa propre mémoire, contre des hommes qui refusent de disparaître et qui sont prêts à plonger le pays dans le noir pour redevenir visibles. Le nom n'a jamais été officiellement prononcé par Ouagadougou, mais dans les cercles diplomatiques, dans les notes confidentielles échangées entre capitales africaines et ambassades européennes, une certitude se dessine. La Côte d'Ivoire n'a pas seulement servi de refuge. Elle a, peut-être, été la véritable base arrière de la tentative de déstabilisation du pouvoir burkinabé. Tout commence par un détail que seuls les analystes du renseignement pouvaient remarquer: des allers-retours suspects d'anciens officiers burkinabés à Abidjan, Bouaké et San Pedro,
Des individus identifiés comme étant liés au régime déchu de 2021 ont été localisés dans des résidences privées, souvent financées par des sociétés écrans. Dans certains cas, ces résidences accueillaient des réunions nocturnes, protégées par des gardes privés, avec des flux de véhicules immatriculés à l'étranger. Mais c'est l'analyse des données de télécommunications qui a véritablement tiré la sonnette d'alarme. Des échanges vocaux cryptés, enregistrés entre janvier et avril 2025, ont été tracés depuis des téléphones satellites utilisés en périphérie d'Abidjan. Les messages évoquaient des transferts de fonds, des instructions codées et des validations de plans logistiques. L'un de ces messages, décodé par les services burkinabés, mentionnait même les termes Opération Silence G3. La question se pose alors avec insistance. La Côte d'Ivoire savait-elle ce qui se tramait sur son territoire? Et si oui, pourquoi n'a-t-elle rien fait? Officiellement, aucune déclaration n'a été faite par le gouvernement ivoirien. Ni confirmation, ni démenti. Rien! Un silence diplomatique assourdissant. Pourtant, comme l'a écrit un éditorialiste de Jeune Afrique, dans les relations géopolitiques africaines, le silence n'est jamais neutre, et dans le cas présent, il est perçu à Ouagadougou comme une forme de complicité tacite. D'autant plus que deux figures clés du complot, dont l'ex-colonel mentionné précédemment, ont été localisées en mai dans des villas sécurisées près de Yamoussoukro, à quelques kilomètres seulement de routes internationales. Ces hommes, pourtant fichés par les services burkinabés, n'ont fait l'objet d'aucune enquête publique ni d'extradition demandée. Officiellement, aucun accord ne lie les deux États sur ce plan. Mais dans un contexte aussi tendu, cette inaction a des allures de provocation. Depuis 2022, les relations entre les deux pays se sont graduellement dégradées, alors que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont formé l'Alliance des États du Sahel, AES, avec un temps. Objectif assumé de rupture avec la tutelle française et les institutions de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire a choisi une voie inverse, celle de la continuité avec Paris. Bruxelles et Washington. Elle reste l'un des piliers de l'UMOA, défend le franc CFA et a récemment accueilli plusieurs sommets économiques soutenus par l'Union européenne. Ce positionnement crée un fossé idéologique profond. Pour Ouagadougou, Abidjan représente aujourd'hui une tête de pont de l'ordre ancien, un bastion de la diplomatie économique néocoloniale et potentiellement une base avancée des forces hostiles à tout projet de souveraineté africaine réelle. Le fossé se creuse aussi sur le terrain. Dans les 3 semaines précédant la tentative de coup d'État, les radars de surveillance frontalière ont détecté une hausse inédite de passages non enregistrés au sud du Burkina Faso. Selon Le Monde Afrique, plusieurs individus porteurs de papiers d'ONG internationales, souvent falsifiés, ont traversé la frontière sans contrôle strict. Au moins 6 d'entre eux ont, après enquête, été identifiés comme ayant participé à la coordination logistique du complot. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire? D'un point de vue stratégique, la réponse est évidente. C'est un pays stable, doté d'infrastructures modernes, de réseaux de communication développés, d'une économie intégrée au système bancaire international, et surtout d'un régime diplomatique souple avec les exilés politiques. Pour des conspirateurs cherchant à frapper sans être vus, c'est un terrain rêvé. D'un point de vue politique, la réponse est plus troublante. Depuis la montée en puissance de Traoré, une guerre froide silencieuse s'est installée entre les deux capitales. Ouagadougou reproche à Abidjan de soutenir indirectement les réseaux proches de l'ancien régime, tandis qu'Abidjan accuse en coulisses l'AES d'instabilité dangereuse pour la région. Et comme souvent en Afrique de l'Ouest, la monnaie n'est jamais loin du feu. La rupture du Burkina Faso avec le CFA, son rapprochement avec les projets de monnaies souveraines africaines et son rejet des institutions financières internationales sont vus à Abidjan comme une menace pour l'ordre économique régional. Deux visions, une frontière. Et aujourd'hui, cette frontière devient une ligne de front. Les diplomates observent. Les ambassades ferment leurs canaux de partage d'informations. Les appels de haut niveau sont reportés. Et les conférences de presse se font rares. Mais sur le terrain, les espions sont plus actifs que jamais. Ce qui s'est joué en avril n'est peut-être que le début. Car si la Côte d'Ivoire a vraiment hébergé les cerveaux du putsch, alors ce n'était pas un accident. C'était une répétition générale pour ce qui pourrait être une guerre froide africaine nouvelle génération, sans drapeau, sans tanks, mais avec des connexions cryptées et des intentions déstabilisatrices. Ouagadougou regarde désormais vers le sud non plus avec méfiance.
mais avec anticipation. Car tant que les sanctuaires de l'ombre ne seront pas démantelés, le spectre du chaos rôdera. Ce qui distingue Ibrahim Traoré de ses prédécesseurs, ce n'est pas seulement son âge ou sa carrière fulgurante dans l'armée, c'est sa vision. Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, le capitaine burkinabé a entrepris une refonte complète des alliances de son pays. Fini les partenariats inégaux. Fini le paternalisme diplomatique. Le Burkina Faso, sous sa conduite, a rompu avec une logique d'alignement automatique pour embrasser une doctrine de souveraineté offensive. Le symbole le plus fort de cette rupture, c'est l'Alliance des États du Sahel, EAS, un pacte militaire, politique et économique signé avec le Mali et le Niger. 3 nations confrontées au même fléau. Insurrection islamiste, ingérences étrangères et dépendance économique. 3 pays dirigés par des officiers jeunes, peu enclins à suivre les consignes de Paris. Washington à Bruxelles. L'EAS ne se contente pas d'exister sur le papier. Elle agit. Des exercices militaires conjoints ont été menés dès janvier 2024 dans les régions frontalières. Des protocoles de sécurité ont été harmonisés. Et surtout, une voie commune a été adoptée à l'ONU lors des derniers votes sur les interventions étrangères dans la région du Sahel. Ce que cette alliance représente, c'est une reconfiguration complète des rapports de force en Afrique de l'Ouest. Pour la première fois depuis les indépendances, des États sahéliens osent dire non. Non aux bases militaires étrangères. Non aux missions de stabilisation pilotées de l'extérieur. Non aux dictats du franc CFA. Mais cette audace n'a pas que des soutiens. En coulisses, elle suscite des inquiétudes croissantes. Plusieurs rapports confidentiels du Centre d'analyse géopolitique de Dakar et des think tanks européens, relayés en partie par le Figaro International, mentionnent une montée du souverainisme sahélien comme un facteur de déstabilisation régionale. Une inversion des rôles étrange, où ceux qui cherchent à reprendre le contrôle de leur sol sont accusés de troubler l'ordre établi. Et cet ordre établi, justement, repose sur un équilibre soigneusement entretenu depuis des décennies. Présence militaire occidentale en échange d'aides économiques. Contrôle monétaire en échange de stabilité financière. Soumission diplomatique en échange de reconnaissance internationale. L'AES, en s'en affranchissant, remet tout cela en cause. L'exemple le plus frappant reste le départ des troupes françaises du Burkina Faso, suivi de celui du Niger. Ces retraits, loin d'être improvisés, ont été planifiés, annoncés et exécutés avec une clarté rare. Pour Traoré et ses homologues, Assimi Goïta, Mali, et Abdourahmane Tiani, Niger, c'était une condition sine qua non de leur projet de renaissance africaine. Mais les départs ont laissé un vide. Et dans la géopolitique du Sahel, les vides sont vite comblés. Le Russie, via le groupe Wagner puis d'autres structures paramilitaires plus discrètes, a renforcé ses liens. L'Iran a récemment entamé des discussions diplomatiques de haut niveau avec Ouagadougou et Bamako, et même la Turquie, via des accords de défense et des livraisons de drones Bayraktar TB2, a pris pied dans la région. Ce glissement vers de nouveaux partenaires, souvent non alignés, a provoqué une onde de choc à Bruxelles et à Paris. Le Sahel, longtemps considéré comme un précaré stratégique, leur échappe progressivement. Et cela, certains analystes le vivent comme un affront qui, selon les sources de France 24 Afrique, aurait précipité la suspension de plusieurs programmes de coopération, sous couvert de désaccords démocratiques. En réalité, il s'agit d'une guerre froide, invisible, mais bien réelle, une guerre de récit, où chaque projet d'indépendance est qualifié de populisme militaire, chaque réforme monétaire de risque systémique, et chaque discours anti-impérialiste de radicalisation. Or, cette guerre n'est pas qu'un conflit de gouvernement. Elle se joue aussi dans les médias, les ONG, les réseaux sociaux, les financements occultes. Chaque pas que fait l'AES vers une plus grande autonomie est suivi d'un contre-feu, un article alarmiste, une sanction économique, une résolution de l'UE, une mise en garde de Washington. Le plus ironique, c'est que cette stratégie de pression produit l'effet inverse. Au lieu de diviser l'AES, elle la soude face aux attaques extérieures. La solidarité se renforce. Les élites militaires sahéliennes, habituées à être marginalisées, découvrent désormais qu'elles peuvent compter les unes sur les autres. Mais cela inquiète, car si ce modèle venait à inspirer d'autres États, au Bénin, au Togo, au Tchad,
Alors ce ne serait plus une alliance régionale, mais une rébellion continentale. Et c'est là que réside la peur véritable. Non pas que Traoré échoue, mais qu'il réussisse. En somme, l'AES est un pari. Un pari risqué, audacieux, mais historique. Elle peut être la voie vers une véritable souveraineté panafricaine, ou la cible de toutes les manœuvres de sabotage. Et à voir l'intensité de la tentative de coup d'État d'avril dernier, il semble que les ennemis de cette alliance soient prêts à tout. Depuis la fin officielle de la colonisation, l'Afrique a connu plusieurs formes d'ingérence, économique, monétaire, militaire. Mais ce qui s'est joué en avril 2025 au Burkina Faso pourrait bien représenter une nouvelle phase, celle d'une recolonisation silencieuse, dissimulée derrière le vernis de la démocratie, de l'aide humanitaire ou de la stabilité régionale. Car les faits sont là. Chaque fois qu'un État africain tente de sortir du cadre imposé, en remettant en question le franc CFA, en réclamant la souveraineté minière ou en refusant les bases étrangères, il subit une cascade d'obstacles. Et souvent, cela commence toujours par la même rhétorique, le risque d'instabilité. C'est exactement ce que Traoré et ses homologues de l'AES ont vécu. À peine ont-ils dénoncé les accords militaires avec la France et les États-Unis, que les ONG ont dénoncé des violations des droits humains, que les journaux occidentaux ont titré sur l'autoritarisme croissant au Sahel, que les bailleurs de fonds ont suspendu des projets d'eau potable et d'éducation, sous prétexte de non-conformité politique. Dans un article choc publié par The Guardian en mai 2025, un ancien consultant de l'USAID affirmait sous anonymat « Nous avons des grilles, d'évaluation qui permettent de bloquer l'aide sans jamais mentionner directement les raisons politiques. On parle de transparence, de bonne gouvernance, mais tout est codé. Quand un gouvernement devient incontrôlable, on coupe. » Le Burkina Faso l'a vécu de plein fouet, en l'espace de 6 mois. Plusieurs programmes de développement soutenus par la Banque mondiale ont été gelés. L'Union européenne a suspendu ses partenariats sécuritaires, et même certaines entreprises minières canadiennes ont annoncé leur retrait, malgré des contrats toujours en vigueur. Un retrait motivé, selon eux, par un environnement devenu imprévisible. Traduction: un État devenu trop souverain pour être rentable. Mais la guerre ne se limite pas à l'argent. Elle passe aussi par la communication. Depuis février 2025, une offensive médiatique sans précédent s'est déchaînée contre Traoré. Des vidéos YouTube sponsorisées par des fondations occidentales diffusent des messages alarmistes. Burkina Faso au bord du gouffre. La dictature sahélienne. Traoré, nouveau Kadhafi? Des chaînes comme France 24, DW Africa et BBC Afrique répètent les mêmes éléments de langage, presque à la virgule près. Dans leur reportage, les réformes économiques sont des expérimentations dangereuses. Les alliances régionales sont des refuges pour putschistes. Et la moindre manifestation locale est présentée comme un soulèvement national. Or, ces récits nourrissent d'un climat de suspicion. Ils justifient la méfiance diplomatique. Ils donnent une base légitime aux sanctions. Et, plus grave encore, ils préparent les esprits à une intervention plus directe. C'est ici que la tentative de coup d'État d'avril prend tout son sens. Elle n'est pas apparue de nulle part. Elle s'inscrit dans un enchaînement logique d'étapes. Dénigrement, isolement, étouffement, et enfin remplacement. Un cycle connu dans d'autres contextes, Libye 2011, Centrafrique 2013, Soudan 2019. Et pourtant, contrairement à ces exemples, le Burkina Faso a résisté. L'alerte a été donnée à temps. Le réseau a été démantelé. Le président est resté en place. Mais la menace, elle, n'a pas disparu. Car ceux qui tirent les ficelles ne sont pas des militaires en uniforme. Ce sont des lobbies, des groupes d'intérêt, des institutions confortablement installées dans les capitales occidentales. Ils n'ont pas besoin de chars. Ils ont des virements bancaires, des classeurs Excel, des ONG écrans, des campagnes de communication digitale ciblées. Ils ne disent pas « renversons Traoré ». Ils disent « protégeons la stabilité ». Ils ne disent pas « soumettons l'AES ». Ils disent « évitons la radicalisation ». Et cette hypocrisie fait partie intégrante du dispositif. L'hebdomadaire The Africa Report a récemment révélé qu'un cabinet de lobbying américain, très actif à Washington, avait reçu des fonds anonymes pour revaloriser l'image d'anciens cadres de l'armée burkinabé dans les forums internationaux. Le même cabinet aurait participé, selon plusieurs recoupements,
à des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, ciblant directement les partisans du gouvernement actuel. Dans ce contexte, peut-on encore parler d'un affrontement équitable? Non. C'est un jeu biaisé où les dés sont pipés, les règles invisibles et l'arbitre complice. Et pourtant, c'est dans ce climat toxique que Traoré continue son chemin. Malgré les pressions, malgré les menaces, malgré les tentatives d'assassinat symboliques ou physiques. Ce qu'il incarne désormais dépasse sa personne. Il est devenu, malgré lui peut-être, un point de bascule. S'il chute, beaucoup y verront la preuve que résister est inutile. S'il tient bon, il ouvrira une brèche dangereuse pour ceux qui veulent une Afrique obéissante, calibrée, standardisée. En résumé, ce que le Burkina Faso a affronté en avril 2025, ce n'est pas seulement une tentative de putsch, c'est une tentative de restauration d'un ordre mondial que les peuples africains commencent à contester. Et c'est cette contestation qui inquiète les puissants. Parce qu'une Afrique qui dit non ne se contrôle pas, elle s'écoute. Il n'a que 36 ans, mais son nom résonne déjà bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'est plus seulement un chef d'État, il est devenu une figure, un symbole de rupture, de défi, et pour certains, un espoir. Depuis son arrivée au pouvoir par un coup d'État en octobre 2022, lui-même soutenu à l'époque par une population lassée de l'immobilisme sécuritaire, Traoré a mené un agenda que peu de dirigeants africains osent même envisager. Il a renvoyé l'armée française, coupé les ponts avec la CEDEAO, rejeté les injonctions du FMI, suspendu les aides jugées conditionnées et lancé une nationalisation partielle de l'exploitation aurifère. Tout cela en moins de 2 ans. Mais ce n'est pas tant ce qu'il a fait qui impressionne, c'est pourquoi il l'a fait. Dans un discours prononcé à Ouagadougou en mars 2024, il disait « L'Afrique ne manque pas de ressources, elle manque de liberté. Et la liberté, ce n'est pas un don, c'est une conquête. » Cette phrase est devenue virale, reprise dans les universités de Dakar, dans les radios communautaires de Bamako, dans les groupes Telegram d'étudiants à Kinshasa. Traoré a bousculé les codes. Il n'est pas un président qui gouverne par promesse électorale. Il agit par décret, par acte concret, souvent à contre-courant. Cela lui vaut des critiques féroces, y compris parmi les défenseurs des droits humains. Mais cela lui vaut aussi une loyauté nouvelle, celle d'une jeunesse africaine fatiguée des compromis, des générations sacrifiées au nom d'un développement qui ne vient jamais. Sur les réseaux sociaux, des pages entières sont consacrées à son parcours. Des vidéos analysent ses discours. Des mèmes comparent ses choix à ceux de figures comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou encore Gamal Abdel Nasser. Il est vu comme le héritier du panafricanisme, pas celui des conférences symboliques, mais celui de l'action. Et cela inquiète. Car quand un leader inspire au-delà de son pays, il devient dangereux pour l'ordre établi. Le Burkina Faso est petit, peu peuplé, pauvre en infrastructure, mais il est devenu le laboratoire d'une idée. Et si l'indépendance réelle était encore possible en Afrique? Et si un État décidait, simplement, de ne plus se soumettre? Les réponses à ces questions ne sont pas philosophiques. Elles sont politiques. Elles sont sécuritaires. Elles sont stratégiques. Et elles expliquent pourquoi les pressions contre Traoré sont si intenses. Plusieurs diplomates africains, interrogés anonymement par Jeune Afrique et The Africa Report, admettent en privé que les choix de Traoré posent problème. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils mettent à nu les renoncements des autres chefs d'État. Ils exposent la dépendance, le manque de courage, les compromissions. Il faut bien comprendre que dans les cercles du pouvoir continental, ce qui dérange le plus avec l'AES, ce n'est pas la posture militaire. C'est la remise en cause du logiciel diplomatique, celui qui dit que l'Afrique a besoin d'aide, de partenaires occidentaux, d'encadrement, de surveillance. En brisant ce récit, Traoré brise une forme de confort. Il oblige à choisir. Et pourtant, malgré les menaces et la tentative d'assassinat politique d'avril 2025 en est l'illustration la plus glaçante. Il continue. Il parle. Il agit. Il construit. Lentement, parfois maladroitement, mais avec une clarté troublante. À Ouagadougou, des lycéens arborent des t-shirts à son effigie. Dans les universités, des clubs d'analyse politique débattent de ses réformes. Même dans certaines diasporas européennes, des groupes de soutien s'organisent. Pas parce qu'ils l'idolâtrent, mais parce qu'ils voient en lui une rareté. Un homme qui ne négocie pas son intégrité.
Mais jusqu'où peut-il aller? Saura-t-il résister à l'isolement économique? À la pression militaire dans le nord du pays? À la lassitude d'un peuple encore plongé dans l'insécurité? C'est là que réside la vraie complexité du modèle Traoré. Il ne suffit pas de résister. Il faut bâtir, créer des institutions solides, réformer l'armée sans la fracturer, garantir les droits sans ouvrir la porte aux manipulations extérieures. Les défis sont immenses. Mais le simple fait que ce débat existe est, en soi, une victoire. Car il remet la souveraineté au centre du jeu africain. Il ouvre un espace de réflexion que l'on croyait perdu depuis les années 1980. Traoré n'est pas parfait. Il est contesté. Parfois autoritaire, mais il incarne une direction, une boussole. Et dans un continent où trop de dirigeants flottent au gré des injonctions extérieures, cette stabilité idéologique est précieuse. En définitive, ce que l'échec du coup d'État d'avril 2025 nous enseigne, c'est que l'Afrique n'est pas condamnée à subir. Elle peut anticiper, se défendre, inventor. Mais elle a besoin de figures capables d'ouvrir la voie, même au prix de leur tranquillité. Et c'est peut-être là le vrai rôle de Traoré, non pas tout réussir, mais prouver que l'on peut essayer, et que cela suffit déjà à changer les règles du jeu.